Nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire. Le pays est en deuil depuis hier. Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, n'est plus. Il est décédé. En matinée, il a pris part au Conseil des ministres. Il a subi un malaise cardiaque, transporté dans une clinique d'Abidjan. Il a rendu l'âme quelques heures après. C'est une vive émotion à Abidjan. Il faut rappeler également que Amadou Gon Coulibaly, c'est le dauphin désigné par Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre prochain. On va en faire le débat tout à l'heure. Firmin Teko, d'abord, première réaction à la mort de ce personnage qu'on présente comme très compétent, très discret également. Il y a une formule sacrée dans le cercle du pouvoir. Un dauphin rébellé ne devient jamais roi. Ouais, il a été révélé très tôt. Et puis, l'histoire, je ne sais pas, cette formule s'est matérialisée dans sa vie. Nous déplorons ce décès, mais on a l'impression que le président de la République savait que la situation allait être ainsi. Excusez-moi, excusez-moi d'être du moment où la personne a une transplantation du cœur, la personne était tellement fragile, son état de santé était tellement fragile. Et vous savez que être président, et le président actuel même, le président Ouattara, là où il est, il se sent pas très bien, il n'est pas en bonne santé. Et il sait comment il souffre. Encore que celui-là qui vient de rendre l'âme a un organe tellement fragile, un organe dont le corps a tellement besoin pour fonctionner, le cœur. Donc il le laisse. Et il le présente comme son dauphin. Je me demande s'il ne savait pas. Parce qu'avant qu'il ne le désigne, il devait avoir tous les renseignements, tous les certificats médicaux relativement à cette personne. Et je pense qu'il les aurait eus. Il les aurait eus et je pense que peut-être les médecins même auraient dit au dauphin que la situation telle qu'elle se présente ne lui serait pas favorable. Le président de la République aurait toutes ces informations. Mais je me demande pourquoi il a laissé arriver à ce stade. C'est pour revenir à ce que nous avions dit à l'époque. Nous étions sur ce plateau avec David Baini qui était il y avait David Baini qui était en face ici, il y avait Basile Agbo exactement. Et nous avions dit qu'il serait difficile de fin d'aller au bout. Parce que Ouattara, même si la bonne foi est présumée, nous ne croyons pas trop à sa bonne foi. Avec cette situation qui se présente, on se demande juste, avant que Sylvestre Bini ne prenne la parole, si Ouattara ne va pas se repositionner. On va revenir sur ça, mais c'est quand même une très lourde perte d'abord pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour Ouattara personnellement. Il l'appelle mon fils. Oui, et Ouattara, quel âge déjà? Ouattara, 78 ans bientôt. 78 ans. On en a 61. 61, il appelle mon fils. 17, 18 ans de différence. Il appelle mon fils déjà. Vous comprenez? Parce que l'écart d'âge, c'est après 17 ans. Bon, il appelle mon fils. Bon, voilà quoi. Ça, c'est également à regarder de près. Maintenant, je crois que c'est les politiques et ils trouvent des formules et tout ça, ne serait-ce que pour essayer donc d'envoyer un message, du moins au peuple, comme si, voilà, ils sont des saints et tout ça. Bon, voilà, quoi. C'est également leur manière de faire. Sauf que je crois que lorsque vous essayez donc de voir dans le monde ceux qui ont quand même subi une opération de transplantation de cœur, vous verrez que difficilement les gens passent le cap de 3 ans. Difficilement. Difficilement, les gens passent de cap. Finalement, ça sert à quoi cette opération? Maintenant, ça rend juste la vie un peu. Oui, difficilement. Maintenant, or, nous sommes en politique, et en politique, tous les coups sont permis. Et l'homme qui devait s'engager pour la présidentielle, s'il gagne, il devait au moins faire un quinquennat, 5 ans. Et avec les voyages, c'est-à-dire tout ce qu'on sait comme poste de président d'une république, je ne vois pas quand même Amadou Gon Coulibaly remplir efficacement ces fonctions-là. Et je me demande pourquoi est-ce que on a presque, je ne sais pas s'il est obligé, mais pourquoi est-ce qu'on a tellement voulu que ce soit lui qui représente donc Alassane Ouattara? Parce que le monsieur est malade. Oui, déjà, même au moment où il a été choisi, dans le camp de Ouattara, il y avait des voix qui disaient que c'est un mauvais casting. Voilà.
il y avait déjà quelques rififies au début où on disait que c'est pas en fait la personne est la mieux indiquée. Mais Ouattara a répondu qu'il n'y a pas de plan B. Voilà, il n'y a pas de plan B. Maintenant, ils vont trouver un plan B. Ils seront obligés de trouver un plan B. Maintenant, le monsieur est fragile. En politique, et ça va vite avec tout ce que nous voyons. Mais je me dis que quelque il n'a part... pas écouté son médecin, lui-même. Oui, parce que selon les informations, on lui aurait dit qu'il ne peut pas remplir quand même ses fonctions présidentielles et qu'il doit refuser en fait le poste qu'on lui a, et du moins le challenge qu'on lui proposait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a accepté? Peut-être parce que la politique rend souvent aussi aveugle. Pourquoi est-ce qu'il a accepté? Parce que c'est Ouattara qui le lui demandait, ou c'est parce qu'il était otage donc d'un président. Donc il y a tous ces paramètres-là en jeu. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que l'homme n'est plus. Mais lorsque vous voyez, en fait, son retour, et quand le monsieur se déplaçait, c'est-à-dire quand il quittait le président Ouattara pour aller vers là-bas et donner son discours, vous verrez que c'est quelqu'un qui marchait à peine. Il a pris assez de temps, c'est-à-dire à moins d'1 mètre entre le président, il a tellement pris assez de temps pour venir là-bas. C'est-à-dire le monsieur, il marchait à peine. Et quand il devait quitter Lambon pour retourner vers Ouattara et pour dire que je me tiens à côté de mon président pour continuer l'œuvre de développement, quand il devait marteler la Côte d'Ivoire, vous avez vu c'est avec une certaine peine qu'il a voulu marteler pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, regardez l'image où il a reçu une délégation le mardi et où on voyait qu'il était, il était un peu dans le mouvement avec les gens. Vous verrez que c'est quelqu'un qui cherchait en fait ces mouvements. C'est quelqu'un qui cherchait un peu ces mouvements. Et il a fait à peine 1 minute debout dans le mouvement et il a repris sa place. Il s'est assis. Donc, tous ces paramètres-là montraient qu'en réalité, le monsieur était en convalescence où le monsieur n'avait pas une santé assez solide pour faire face à ce qu'on lui demandait. Maintenant, pourquoi il a accepté? Là, je crois que... Et ceux qui tentaient à trouver peut-être un mot, parler de suicide, peut-être qu'on peut leur donner raison parce que le monsieur, il savait qu'il n'avait pas quand même cette capacité physique et même morale donc de faire face à la situation, mais il a accepté. À qui la faute? C'est lui-même, c'est l'entourage qui l'a poussé comme ça dans cette situation? Non, la première grande responsabilité incombe au président Ouattara. Parce que c'est lui le chef de l'État. Il savait que le gars était souffrant. Il aurait eu toutes les informations. Mais Gord aussi n'est pas, n'est pas un petit. Oui, mais la première responsabilité. Mais quand on parle de l'État, lui, peut-être il a envie, peut-être on lui a dit, peut-être s'il fait ça, peut-être il lui restera encore 2 ans. Peut-être il veut goûter aux fruits présidentiels avant de mourir. Peut-être c'est ça. Donc, mais la responsabilité, on ne va pas trop la lui incomber. Mais la grande responsabilité incombe au chef de l'État. Parce qu'on parle de la vie de toute une nation. Moi, je dis, Ouattara, c'est un animal politique et il a instrumentalisé. Il s'est servi de lui, c'est tout. Il s'est servi de lui, il savait qu'il n'irait pas loin. Moi, je dis, excusez-moi d'être drôle brutal, mais il savait qu'il n'irait pas loin parce que c'est le chef de l'État. Il aurait consulté le médecin de Gon Coulibaly. Il aurait eu toutes les informations. Donc, Ouattara, je ne dirais pas qu'il s'est amusé avec la vie de la République ivoirienne, mais il sait ce qu'il fait au fait. Parce qu'il a toujours un plan B. Il avait un plan B dans sa tête. Il se dit, si celui-là n'arrive pas à tenir avant juin, donc peut-être moi-même je dépose ma candidature. Parce que n'oubliez pas que la fin du mois de juin clôt le dossier le dépôt des candidatures. Oui, la fin de ce mois de juillet. Donc il savait, il avait un plan B. Officiellement, il dit qu'il n'avait pas de plan B. Mais il avait un plan B dans sa tête. Et aussi, il avait dit que tant que les vieux ne se retireront pas, lui se retirera pas. Si les gens de ma génération se représentent, je me présente. Bédier, 86 ans, vient de se repositionner. Mais la part est trop belle pour Ouattara pour qu'il se repositionne. Du moment où les vieux reviennent, les anciennes générations reviennent. On a un peu trop forcé la bain à Mamadou Gon Coulibaly de revenir donc en Côte d'Ivoire parce que le monsieur était convalescent. D'abord, il y a eu l'opération, après il y a eu rechute. Il est encore. Mais comment est-ce qu'à un temps record, on le fait revenir en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, j'ai l'impression que Ouattara veut faire constater une réalité que le monsieur ne pouvait pas. Peut-être que c'est ça, que le monsieur ne pouvait pas, mais il doit également faire en sorte que le monsieur revienne pour qu'on constate cela. Maintenant, pourquoi Gon Coulibaly aussi n'a pas
n'a pas refusé. C'est là où simplement décliné l'offre, parce qu'il y a d'autres personnes comme Ahmed Bakayoko, mais sauf que lui ne semble pas être le voilà. En matière politique, il n'est pas aussi très raffiné, très mûr. Et puis Ouattara, bon, logiquement, avait besoin d'un homme de confiance. Il est avec lui depuis 1990. Quand il était Premier ministre, lui, il était à Koulibaly, était son conseiller technique. Un homme de confiance. Il y a l'actuel président donc de la CEDEAO et Jean-Claude Kassibou, qui est également avec Ouattara depuis plus de 30 ans. Lui, il est bien portant. Lui, peut-être, il ne rentrait pas trop bien dans son plan. Comme Koulibaly, il avait déjà de confiance, lui aussi peut jouer. Alors maintenant, venons, puisque le décès de Gon Koulibaly, c'est le débat que ça suscite maintenant. Quel scénario possible pour Alassane Ouattara? Il y a en face, dans son camp, les présidentiables ne manquent pas, mais le fait que lui-même se relance, c'est une hypothèse envisageable? Oui, ça c'est la première hypothèse qui est tellement envisageable. Et n'oubliez pas quelque chose, je le dis toujours, il y a ce principe, cet esprit d'ivoirité dans la tête de Ouattara. Quand tous les Ivoiriens se mettent ensemble, il a peur. Il est le seul intrus dans cette cour. Il est le président ivoirien. Il est le président ivoirien. Alors ce qui le protège, plus, c'est d'être toujours au pouvoir et de mourir au pouvoir. C'est mon analyse. C'est d'être toujours au pouvoir et de mourir au pouvoir. Là, il gère le pouvoir jusqu'à sa mort. L'autre chose qui est aussi importante, même si je le dis, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Regardez au Togo. Les amis de Ouattara sont toujours au pouvoir. Il y a Fonia Singbe qui est au pouvoir, qui a encore la possibilité de faire un autre mandat en 2025. Regardez, les amis de Ouattara, c'est encore qui? C'est le président de Conakry. Alpha Condé, qui est là. Donc, il y a ceux-là qui sont au pouvoir. Les amis, peut-être c'est aussi le président ghanéen qui aura peut-être la possibilité de briguer encore un autre mandat. Donc, il se dit, ceux-là sont là. Pourquoi moi je vais quitter? Et regardez avec ce qui vient de se passer avec la Russie, où le président Poutine a jusqu'en 2036 pour quitter le pouvoir. Il se dit, pourquoi je vais quitter? Donc, moi je dis simplement que Ouattara n'est pas surpris. Son plan est en train de marcher. Il aurait pris quelqu'un qui serait en bonne santé. Il détruirait un peu son plan et il serait menacé. Quand Ouattara se retire aujourd'hui, il a sa sécurité menacée. Regardez ce qui se passe, peut-être on va en parler avec la Mauritanie. Regardez ce qui se passe avec Eduardo Santos. Regardez ce qui se passe avec Tshisekedi. Regardez ce qui se passe avec cette histoire de dauphinat, avec de dauphin. Ouattara se dit, la meilleure des choses aujourd'hui, c'est de rester au pouvoir, de rester et de mourir au pouvoir. Moi, je pense que c'est le seul plan. Rien ne l'obligeait à choisir un dauphin. Il avait dit entre-temps que la Constitution me permet encore de faire un autre mandat. Ouattara, c'est un animal politique. Il instrumentalise. Il veut juste montrer sa bonne foi qui n'existe nullement ailleurs. Il veut juste dire, je suis de bonne foi. Moi, je veux quitter. Moi, je suis un amoureux de l'alternance. Je viens de faire 10 ans. Ça, le reste ne m'engage plus. Je laisse le pouvoir aux jeunes alors que le gars avait 61 ans. Vous savez, Ouattara, c'est un animal politique et il a joué, il a joué un peu avec du moins les ressentiments du peuple ivoirien. Il a réussi. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un président qui nous a dit qu'il va partir et il va remettre donc le pouvoir à la jeunesse. Alors, vous conviendrez avec moi que son dauphin qu'il a pris n'est pas de la jeunesse en réalité. Il est déjà dans le 3e âge. Il est déjà dans le 3e âge parce que l'écart d'âge entre lui et son dauphin, c'est à peine 15-17 ans. Ouais, donc, en réalité, il n'a pas remis le pouvoir à la jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui a joué sur ces paramètres-là. Les gens ont cru et ça a peut-être tranquillisé peut-être les opposants pour voir, oui, exactement. Il va partir. Maintenant, quand il a pris quelqu'un, il se dit, bon, d'accord, au moins avec Gon Koulibaly, le match peut être joué. Maintenant, vous verrez que la difficile situation qui va arriver aujourd'hui, c'est que le plan que moi je vois, à moins que peut-être que les dieux le décident autrement, c'est que Ouattara sera représenté. Il va annoncer qu'il va revenir donc au devant de la scène et au niveau de l'opposition, il y aura encore des remue-ménages. Et là, peut-être que moi je ne vois même pas. Peut-être c'est la présidentielle se tenir en octobre prochain parce que il y aura avec le décès donc de Gon Koulibaly, c'est-à-dire tout est remis à zéro.
c'est-à-dire au niveau donc de la classe politique, c'est qu'ils sont rentrés dans une nouvelle phase et c'est après peut-être l'inhumation de Gon Coulibaly qu'on peut peut-être arriver à déchiffrer ce qui en sera. Mais la réalité, ou du moins, à moins d'un miracle, c'est que Ouattara va se représenter et au niveau, donc, peut-être, Gbagbo aussi n'est pas loin de revenir. Hein. Lui aussi peut également jouer. Bédié, oui, Bédié l'a annoncé, mais sauf que je ne vois pas Bédié aller au bout. Peut-être il sera dans un réseau où ils vont peut-être supporter quelqu'un, apporter leur caution à quelqu'un. Bon, je vois aussi plus Gbagbo, à Finguessan. Donc n'est pas voilà, très populaire. Il n'est pas assez populaire. Donc, vous verrez que c'est la vieille classe qui va encore revenir au devant de la scène. Et je vous dis que je ne vois pas cette présidentielle-là se dérouler donc en octobre parce qu'il y aura d'autres choses qui vont venir. Ouattara, en disant que, en se choisissant son dauphin, avait eu aussi cette phrase qu'il ne faut pas oublier. Il a dit j'ai 77 ans, bientôt 78 ans. Je suis encore jeune. Oui, mais en même temps, quand il choisissait Gon, il a dit aussi j'ai besoin de me reposer. Laissez-moi me reposer. Alors, finalement, il va revenir sur toute cette parole-là. N'oubliez pas, Nkurunziza dit qu'un homme peut se retourner dans son lit, mais il ne revient pas sur sa parole. Non, écoutez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et les choses changent très rapidement et très facilement. Ouattara l'a dit, meuf. Oui, il s'en fout. Dès que les situations nouvelles ou les circonstances nouvelles, exceptionnelles l'exigent, Ouattara va revenir sur sa parole. Ça, il n'y a pratiquement rien. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier. Donc, il ne sera pas le dernier non plus. Ouattara, moi, je ne trouve pas qu'il y ait une situation exceptionnelle en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, je ne trouve pas. Non, même dans la vie de Ouattara, je ne trouve pas qu'il y ait une situation exceptionnelle. Sauf que lui aussi, il est fatigué. Non, il faut le dire. Il est fatigué. Mais le problème, c'est que... Le problème est simple, c'est que Ouattara a peur. Ouattara a peur de Gbagbo. Ouattara a peur de Guillaume Soro. Avec l'acquittement, oui, Ouattara a peur de Blé Goudé. Ouattara a peur. Il a peur pour sa vie. Avec Guillaume Soro, ce qui devient... Oui, avec un Guillaume Soro qui est là et les Gbagbo qui viennent d'être blanchis dans cette affaire relâchée, qui peuvent se déplacer maintenant, qui sont libres maintenant de tout mouvement. Ouattara a peur. Ouattara se dit, mais de quoi demain sera fait? En ce qui concerne, si je lâche le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas me retourner ce que j'ai fait subir aux gens? Les Gbagbo vont être libres. Est-ce que Guillaume Soro qui est tellement... que la France sera là, il peut dormir tranquille. Oui, mais donc, ce qui peut lui garantir les choses, puisque la France, pour le moment, ne l'a pas encore lâché. Donc, il a toujours le soutien de la France. Soit il reste au pouvoir, et il meurt au pouvoir, et il n'y a rien. En ce qui concerne, je vais me reposer. Moi, je dis, il n'y a aucune situation exceptionnelle dans la vie de Ouattara. C'est que c'est son plan qu'il est en train de dérouler. Son plan lui marche trop bien. Il aurait pu... Regardez, il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait des gens, des ténors de son parti qui pouvaient bien sûr lui succéder. Mais pourquoi n'avait-il pas choisi ceux-là qui étaient bien portants? Parce qu'il aurait choisi les bien portants auraient déjoué son plan. Donc les bien portants seraient devenus présidents, ce qu'il ne veut pas lui. Regardez, et Ouattara sait, il est dans son plan. D'ici peut-être la fin du mois de juillet, il va déposer sa candidature, il va se repositionner. Et maintenant, mais la vie va être beaucoup plus intéressante en Côte d'Ivoire. Bédié, oui, il n'ira nulle part. Gbagbo, je ne pense pas qu'il pourrait se positionner. Guillaume Soro, il va faire encore son tapage à l'international. Blé Goudé, qui joue cette position de conciliateur, il va être toujours là, peut-être à l'avenir. À l'avenir, Ouattara et Blé Goudé vont bien s'entendre, ils vont redéfinir une nouvelle carte pour la Côte d'Ivoire. Alors, si on doit faire un peu de... J'allais dire un peu de... Je ne sais pas quel mot employer, mais on va essayer d'aller dans le camp de Ouattara actuellement. Quelle est la discussion qui doit être en train d'avoir lieu en ces moments-ci, dans les prochains jours? Non, il n'y aura même pas de discussion. C'est-à-dire tout le monde attend le président. En réalité, c'est la situation qui se présente aujourd'hui. Mais est-ce que ça va être facile pour Ouattara de dire à son camp, bon, on a perdu notre dauphin, je me relance? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, c'est lui qui décide. Si vous écoutez très bien, du moins, les révélations donc, de Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire, en réalité, dans le camp présidentiel, c'est-à-dire tout part donc de Ouattara et tout revient à lui, en réalité. Parce que s'il a obligé... il forçait même Soro à se rallier donc au RHDP et tout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire c'est lui qui obligeait tout le monde à se mettre droit dans le bateau.
Maintenant que, voilà, c'est lui qui a pris Mamadou Gon Coulibaly, maintenant qui n'est plus. Donc tout le monde va encore attendre le président pour décider. Maintenant, s'il vient dire que, d'accord, mes amis, j'ai analysé un peu la situation et compte tenu donc des paramètres et tout ce qui... Bon, je compte donc me représenter parce que je ne vois pas celui-là qui va lever son petit doigt pour dire, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. À moins qu'il veuille aller rejoindre Guillaume Soro. Voilà, donc aujourd'hui, vous verrez que l'homme va se représenter. Maintenant, si on voit au niveau donc du SEC qui peut encore être président, franchement, je ne vois pas. Parce qu'il n'y a que des gens qui font l'éloge du président, des accompagnateurs, c'est-à-dire ceux que moi j'appelle souvent les troubadours qui gravitent autour du président. Donc il n'y a que ces gens-là maintenant qui peuvent être amenés à porter le flambeau. Il n'y a que ce profil-là de Bakayoko, sauf que Bakayoko n'est pas fini, n'est pas mûr politiquement. Il y a aussi le vice-président, Kabla Denka. Oui, mais Samuel, on parle de chef de l'État et de celui qui va être le président de la République de la Côte d'Ivoire. Nous avons 3 semaines. Et avant qu'il n'ait choisi, ou avant qu'il ne choisisse, pour être plus français, avant qu'il ne choisisse un subjonctif imparfait, il va être plus français ce soir. Avant qu'il ne le choisisse à l'époque, je pense qu'il avait peut-être eu besoin de beaucoup d'années. C'est une question de confiance. C'est un travail. Un travail d'assez de temps. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour choisir Gon Coulibaly. Donc, vous n'allez pas dire qu'il a juste besoin de 3 semaines pour choisir son successeur, celui qui va lui succéder au trône. Il faut que cette personne incarne tout d'abord son esprit, s'inscrive dans sa vision et que cette personne soit vraiment son homme de confiance pour qu'il ne le trahisse pas à l'avenir. Un soumis, bien sûr. Oui, mais en même temps, comment on fait passer cette pilule aux Ivoiriens que Ouattara revient sur sa parole? Ouattara revient pas sur celui qui l'a pris. En même temps, ça va vouloir dire qu'au niveau du RHDP, le parti de Ouattara, c'est le RDR, je pense. Au niveau de son parti, il n'y a plus de présidentiable? Non, ce n'est pas une question de présidentiable, mais c'est une question de temps. C'est une question de confiance. C'est une question de vision du président. Regardez, je vous dis, cette histoire de dauphin est en train de causer des problèmes, des ennuis. Voilà encore un. Et Ouattara est en train de s'inspirer de tout ce qui est en train de se passer. Ouattara ne veut pas vivre ce qui se passe actuellement en Angola. Ouattara ne veut pas vivre ce qui se passe actuellement en RDC. En Mauritanie. En Mauritanie, il ne veut pas vivre ça. Attendez, ce ne serait pas bête pour se lancer comme ça. Il se dit, moi je prends Ahmed Bakayoko, je prends celui-là. Et donc, peu importe ce qui m'adviendra. Nous sommes en politique. Ça veut dire que Ambak est moins fidèle que un Coulibaly, un Gon Coulibaly? Oui, bien sûr. Mais Coulibaly, avec lui, ça fait des années, des décennies. Il a été son plus proche collaborateur depuis 1990, depuis qu'il était Premier ministre de Houphouët-Boigny. Donc, c'est son homme de confiance. Il a été secrétaire général de la présidence, il a été ministre, il a été député, et il a été maire. Donc, Coulibaly, c'est son homme, au fait. Peut-être c'est lui qui l'a fait. Donc, il a une confiance qui s'est construite sur des décennies. Celui-là qui va choisir aujourd'hui, est-ce qu'il a la même confiance bien construite avec lui? Est-ce qu'il y a cette amitié? Est-ce qu'il y a cette affection? Est-ce qu'il peut appeler celui-là qui va choisir maintenant, peut-être dans les 3 semaines, mon fils? C'est là où se pose fondamentalement le problème. Ouattara a peur. Les dauphins, il y a toujours des problèmes. Regardez par exemple, si peut-être, comment il s'appelle, en RDC, le dauphin de Kabila n'avait pas gagné. Oui, celui qui l'avait positionné, Emmanuel Ramazani, il n'avait pas gagné. Parce que Kabila lui-même savait qu'il n'allait pas gagner. S'il savait qu'il allait gagner, je ne pense pas qu'il pourrait le choisir à l'époque. Parce que Tshisekedi, personne n'avait vu. Il y avait déjà des accords, il y avait des préalables. Des préalables. Tshisekedi, personne n'avait vu Tshisekedi venir. Exactement. Donc, Ouattara ne lui donnait pas 3 semaines pour choisir un dauphin. Même si aujourd'hui, moi je vais vous étonner, si Ouattara se dit, je me repositionne, je ne vais pas le critiquer. Parce que 3 semaines ne lui suffisent pas pour se choisir un fidèle, un soumis, un valet. Alors, le décès d'Amadou Gon Coulibaly a quand même provoqué, j'allais dire, une unanimité dans les hommages dans la classe politique ivoirienne. Pourquoi? L'homme était si aimé ou c'est l'hypocrisie politique qu'on connaît aussi? Non, je crois que c'est en Afrique, c'est l'hypocrisie politique.
c'est l'hypocrisie politique, que ce soit au niveau donc, de l'opposition ou de la partie présidentielle. Tout le monde salue un homme d'État, tout le monde salue un visionnaire, tout ça. Mais ce sont eux qui le critiquaient quand ils étaient aux affaires. Donc, ça, c'est l'hypocrisie politique en Afrique maintenant. Je crois que entre ce qui est dit et ce qui sera peut-être redit, entre les quatre milieux, ce sera différent. Voilà, donc il y aura l'unanimité autour de ça. Bon, et après, vous verrez que même une fois qu'il sera mis sous terre, en revenant donc à la maison, ça va commencer déjà à partir de là, quoi. Du moins, les forêts, les pics, tout ça va déjà commencer à partir de là. Voilà, donc pour peut-être taire tout cela, Ouattara revient et puis personne n'en parle. Et puis voilà, quoi, la vie continue. Mais sauf que, est-ce qu'il peut passer difficilement, est-ce qu'il peut passer facilement, pardon, pour la prochaine présidentielle? Là, je mets un point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il est vrai, il montre des réalisations, tout ça. Mais en parlant en termes de réconciliation, je veux dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire parce que si l'acquittement donc de Laurent Gbagbo peut provoquer tout ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire là, ça veut dire qu'en réalité, le monsieur, c'est vrai, il a fait miroiter des choses aux Ivoiriens, mais on veut véritablement voir autre chose, quoi, voilà. Moi, je pense que cette histoire même de réconciliation, ce n'est que politique, mais ça ne marche jamais. Oui, on dit, oui, le chef d'État vient réconcilier. Par exemple, pour l'histoire du Togo, depuis 1960, ou après le décès de Sylvanus Olympio, on parlait de réconciliation. Jusqu'au temps de Fonia Sibou, on parle encore de réconciliation. On va toujours en parler, tant que ceux qui sont là. Toujours en parler. Quand Hollande était arrivé, au temps de Sarkozy, dit les Français sont tellement divisés que c'est Sarkozy qui a divisé, que lui vient réconcilier les Français. Aujourd'hui, les Français sont encore plus divisés sous Macron. Donc, Ouattara, c'est pas lui qui va venir réconcilier les choses. Mais il a essayé de réconcilier les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens veulent aujourd'hui quoi? La paix, la stabilité. Parce qu'avec cette situation qui est en train d'advenir là, il faut qu'on s'attende encore à un lendemain difficile pour la Côte d'Ivoire. Parce que la pilule Ouattara, beaucoup ne vont pas l'accepter. Mais craignent peut-être un lendemain difficile. Oui, parce que cette pilule-là, beaucoup ne l'accepteront pas. Parce que quand Ouattara va se positionner ou va s'annoncer aujourd'hui candidat, ça va commencer. Ça va commencer parce que les Guillaume Soro ne vont pas accepter. Blé Goudé, c'est lui qui m'intéresse dans le jeu. Il est beaucoup plus calme et conciliateur, quoi. Donc, non, Blé Goudé est malin. Oui, il est tellement malin. Il est devenu un animal politique aussi. Oui, la prison l'a beaucoup transformé. La prison lui a pris beaucoup de choses. Mais quand Ouattara va s'annoncer candidat, mais la première vive réaction, ça viendra de Guillaume Soro. Guillaume Soro ne peut pas se laisser faire, même s'il y a peut-être... il ne se laisse pas faire, il est déjà hors jeu. Il va agiter un peu les réseaux sociaux depuis Paris ou depuis Madrid. Mais prions juste pour ce pays cher, qui nous est cher, la Côte d'Ivoire, pour que les lendemains de ce pays ne soient plus difficiles, comme au temps de 2010. Qu'ils prennent le temps. Qu'ils prennent le temps de réfléchir et de mieux faire les choses. Quand ça va mal là-bas, la conséquence, on la subit ici. Ça c'est sûr. On part maintenant pour la grande pause et on revient après le journal.